Un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Dans ça, vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Bien, Défi Climat, allez voir le site web, inscrivez-vous, vous allez voir. Moi, quand je l'ai fait la première fois, c'est hyper pédagogique. Il y a un paquet d'affaires que je ne savais pas, puis j'ai trouvé que ça avait énormément de bon sens qui était proposé. On ne peut pas tout faire, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Dire, attends, ça c'est facile. Allez voir le site web. Les rendez-vous de l'énergie, c'est dans le même esprit, c'est encore les conseils régionaux de l'environnement. La journée de l'arbre, évidemment, du C3S de Laval. Mais d'ailleurs, on est cité en exemple un peu partout comme étant des pionniers au C3S de Laval d'avoir démarré ça. Il y en a plusieurs qui veulent reprendre ça. Je suis invité le 17 juin à Aix-en-Provence par l'ASEF, l'Association Santé et Environnement de France. Il y a 2500 médecins qui sont impliqués là-dedans. Et c'est notamment à cause de la journée de l'arbre qu'on m'a invité. La Fondation David Suzuki, Éric et moi faisons partie du cercle scientifique. Et Médecins francophones du Canada, encore là, Éric et moi faisons partie du comité environnement et santé. Puis enfin, si ça vous intéresse ce que je viens de vous raconter, bien ça, je l'ai développé sur 200 pages. J'ai révisé 500 articles pour publier finalement Planète Cœur qui est sorti au mois de février. C'est un petit peu la synthèse de tout ce que ça implique en termes de santé cardiovasculaire, environnement. Merci beaucoup de votre attention. Merci François pour cette fascinante conférence. À chaque fois que j'entends quelque chose de François, je suis sidéré à quel point son propos est pertinent. Mon approche va être un tout petit peu différente. Je vais essayer de vous convaincre que les changements climatiques et remédier aux changements climatiques, c'est une réelle urgence. Vous voyez un peu comment je suis habillé. Je travaille dans les urgences et les soins intensifs. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me mettre chic pour la conférence. C'est un engagement individuel, c'est un engagement sociétal, c'est un engagement de l'institution et en fait, ben là, c'est bon. Si je veux l'avancer, c'est quoi? Voilà. Ce dont je vais vous parler de trois choses. D'abord, je suis membre de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, dont vous avez vu les petits papiers. Je fais mon pitch comme François, mais en sens inverse. Lui, il a booké son livre à la fin. Moi, je le mets en premier. L'Association canadienne des médecins pour l'environnement, tout le monde peut être membre. Qu'on soit médecin ou qu'on ne soit pas membre, c'est une association de professionnels de la santé qui s'intéresse aux questions de santé et d'environnement. Je vais vous parler dans la première partie des thèmes qui nous sont chers, sur lesquels je me prononce assez souvent parce que je pense que c'est fondamental. Donc, les réchauffements climatiques, les choix énergétiques, les transports et les questions d'habitation. Je vais vous parler de nouvelles fort intéressantes sur le CSSL plus vert. François a été pionnier. Vous allez voir, on va continuer à être pionnier à la grandeur du Québec avec les projets qui s'en viennent. Et évidemment, je vais parler de la campagne Défi Climat parce que c'est l'objet de la rencontre. À mon sens, pour ma partie, il y a une chose qui est importante. Il y a une seule chose qui est importante, c'est ça. Si on se permet de dépasser, et le défi climat, c'est ça, si on se permet de dépasser 2 degrés Celsius, la planète et l'humanité comme on la comprend n'existera plus comme on la comprend. Et vous allez voir pourquoi. C'est peut-être un peu clair, je ne sais pas si on voit bien, c'est des diapos qui viennent d'Al Gore, qui sont assez connus pour les gens qui s'intéressent à ceci. Ça, c'est un pointeur, voilà. Alors, ça vient des études des glaces. Il y a 800 000 ans, vous avez la quantité de CO2 dans les glaces, la température moyenne de la planète. Tout d'un coup, les valeurs en 2008, on a une quantité de CO2 dans l'air qui est catastrophique. Et regardez où est-ce qu'on s'en va si on continue de cette façon-là. Oups, normalement, c'était supposé continuer à monter. Bref, désolé, mais ce qu'on voit là, c'est que ça monte à moins que j'arrive à le faire avancer. Oups, je pense que lorsque je l'ai mis sur ton truc, peut-être comme ça a fonctionné. Non, c'est pas grave. Si on continue à aller à cette vitesse-là, la température, la quantité de CO2 va dépasser les 5 à 600 ppm. La température du globe va dépasser de loin le 2 degrés Celsius. 2 degrés Celsius, c'est quoi? Voilà, je m'excuse, je vais... C'est 2 à 3 milliards d'humains qui vont être exposés au manque d'eau. 2 à 3 milliards, le tiers de l'humanité. C'est 2 milliards d'humains dans les 40 pays les plus pauvres de la planète dont la survie va être menacée à cause de la sécheresse et la désertification. C'est à très court terme, à cause de la fonte des glaciers, des centaines de millions de gens en Asie et en Amérique latine qui vont périr. C'est des centaines de millions de réfugiés climatiques secondaires à l'élévation du niveau des mers. J'ai été frappé en 2009, j'étais en Nouvelle-Zélande, et puis c'était un cours de l'OMS sur santé et environnement, puis il y avait des hauts fonctionnaires de plusieurs petites îles du Pacifique, d'Asie qui étaient là, puis qui nous disaient, bien écoutez, nous, le problème principal du ministère des Affaires extérieures, c'est où on va aller quand on va disparaître d'ici 100 ans. Alors, c'est des petites îles qui sont à peine au-dessus du niveau de la mer. Ils disent, le niveau de la mer monte tellement rapidement
qu'il va y avoir des centaines de millions de gens qui vont devoir immigrer. On va avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques à cause de l'élévation du niveau des mers. Vous devinez bien qu'au Bangladesh, à chaque fois que la mousson arrive d'année en année, le niveau de la mer monte. Il y a de plus en plus de réfugiés qui doivent monter. Et simultanément, les glaciers fondent. Il y a de plus en plus de gens qui vont devoir se déplacer. Donc, c'est des catastrophes environnementales et humaines énormes qui s'en viennent. Évidemment, vous allez me dire, ben, on parle de pays du Sud, on parle de loin d'ici, on est en Amérique du Nord. Effectivement, l'hémisphère Nord va être moins touché. Mais comme François le dit si bien, d'abord, on est tous sur la même planète. Et si on veut que l'humanité continue de la façon à laquelle on la comprend, je pense qu'il faut s'intéresser à ça. Et les îlots de chaleur, c'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans les urgences, on parlait jamais de ça. L'été, maintenant, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui meurent à cause de coups de chaleur non compensés. Et pour la première fois l'été dernier, on a eu un jeune travailleur du paysagement dans la vingtaine qui a travaillé toute la journée à une température extrême, qui est arrivé, altération d'état de conscience, froid de choc, ce qu'on appelle un coup de chaleur non compensé, et qui en est décédé. Et ça, c'est une combinaison de quoi? C'est une combinaison de la chaleur intense, c'est une combinaison des transports, de la pollution, de notre design des villes qui est complètement insensé, et finalement, avec des projets comme François, bon, on peut peut-être arriver à y remédier. Donc, rapidement, parce que c'est des thèmes qui me sont chers, puis là, j'ai 60 diapos en 10 minutes, mais vous allez voir, ça va rouler. D'abord, cesser le gaspillage d'énergie. Ça, c'est individuel et c'est sociétal. C'est à la grandeur du Québec. Une chance, on a l'hydroélectricité au Québec. Ce que je vais vous démontrer en quelques minutes, c'est que les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz, c'est des générateurs de CO2, c'est des générateurs de carbone dont il faut s'éloigner extrêmement rapidement. Le nucléaire, la pire solution au réchauffement climatique, je vais vous le montrer en quelques minutes. Et les autres, éoliens, solaire, géothermie, marée motrice, je vais vous montrer à quel point c'est intéressant. Merci, mon ami Karel Méran de la Fondation Suzuki qui m'a laissé ces diapos-là. Alors, regardez où on est en 2010 avec la production de charbon, de pétrole et de gaz. Bien, si on continue comme ça, ça va monter constamment et on va réchauffer la planète de façon de plus en plus rapidement. Bien, comment on sécrète du CO2? Bien, on sécrète du CO2 comme ça, nous individuellement, particulièrement avec les transports. Alors voilà. Ça, nous, on ne voit pas ça, des centrales au charbon. Mais en Ontario, il y a encore des centrales au charbon et il n'y a rien de pire pour le réchauffement climatique. Ça, évidemment, ça vous a impressionné il y a peu de temps, le Deepwater Horizon. Ces images-là, on les a tous vues. Maintenant, si ceci se passait au Québec, la catastrophe, si jamais on avait un puits de pétrole dans l'estuaire du Saint-Laurent, la catastrophe serait encore plus grande. Parce que dans les eaux froides, dans les eaux glaciales, on n'est pas capable de métaboliser le pétrole comme c'est le cas dans un climat chaud. Là, oups. Il y avait, voilà, OK. Ça ici, c'est un autre exemple d'erreur majeure qu'on fait au Canada. Regardez cette belle rivière Athabasca avec ici un petit étang naturel qui était absolument bucolique il y a quelques années. Voilà de quoi ça a l'air maintenant. Évidemment, vous ne voyez pas très, très bien. C'est le pire site de production de sable bitumineux dans ce coin-là. Alors, évidemment, l'environnement ici, on n'en a plus. Là. Il reste ce petit étang-là. Je ne pense plus qu'il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux qui y pataugent. Alors, ça, c'est la nouvelle affaire du gouvernement. Évidemment, on a beaucoup parlé. Finalement, le BAP a convaincu le gouvernement qu'il est allé un petit peu trop vite en affaires. Pas nécessairement parce que, en fait, ça peut être parce qu'il y a des catastrophes environnementales qui peuvent survenir. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Pennsylvanie il y a quelques années avec le gaz de schiste, mais essentiellement parce que vous pensez au charbon, que vous pensez au pétrole, que vous pensez au gaz, vous produisez toujours du CO2, vous contribuez toujours au réchauffement climatique. Ça, maintenant, ça, c'est un autre type de marketing qu'on vous fait. Le nucléaire est vert. Toute la chaîne du nucléaire produit 25 fois plus de CO2 que l'industrie éolienne, par exemple. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, et particulièrement depuis la catastrophe de Fukushima, il y a plusieurs groupes environnementaux au Québec qui demandent au gouvernement d'avoir un moratoire, que ce soit québécois ou canadien, sur le développement du nucléaire. Pourquoi? Pour des raisons de santé publique. Il y a maintenant une association claire et démontrée dans les dernières années entre les leucémies, particulièrement infantiles, et la présence de centrales nucléaires. Grosse étude faite par une de mes consoeurs sur plus de 40 000 travailleurs du nucléaire québécois, ontarien et au Nouveau-Brunswick qui démontre une augmentation de leucémie chez les travailleurs.